Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, un épisode spécial artisanat d'art. À la Manufacture des Gobelins, pas question de vilain troll, mais plutôt d'un savoir-faire tapissier ancestral. En voici le secret bien ficelé. Dans la maison Jean Roger, je voudrais le petit-fils François. Amoureux de la céramique, il nous a ouvert les portes de son atelier. Que vous ayez envie de mettre la main à la pâte ou simplement de contempler, voici 3 adresses autour de la sculpture. Si fragile et pourtant, le verre se plie à toutes les envies et outils de la maison Bernard Pictet. L'association La Soufflerie a une idée gonflée, celle de rassembler des créations de maîtres verriers conçues pour la vie quotidienne. De l'art de la table à la décoration, la matière translucide s'invite dans nos logis. Alors certes, ils ajoutent du style à vos intérieurs, mais s'efforcent surtout de conserver et promouvoir cet artisanat. Quand on dit porcelaine de Limoges, vous pensez sûrement assiette ringarde accrochée au mur. Eh bien, sachez qu'elle existe depuis la fin des années 1700, alors ne jugeons pas trop vite son look. C'est Louis XV qui fait l'acquisition du premier gisement de kaolin, nécessaire à sa réalisation. Depuis, certaines maisons l'ont modernisée, elle a pris un nouvel envol. Dans le monde de l'édition se cachent souvent de jolies surprises. La maison d'édition indépendante Les Saints-Pères propose une collection de livres où le récit côtoie brouillons d'écrivains, annotations, illustrations et autres. À travers les contes, les romans, la poésie ou les essais, on plonge au cœur de l'intimité de l'auteur. Un voyage littéraire. Bien chanceux sont les Périgourdins. C'est dans cette commune de Nouvelle-Aquitaine que le savoir-faire de la Normande Claire Lecreux s'exprime. Elle revisite l'art de la table grâce au grès. Tournée et façonnée par ses mains expertes, elle donne naissance à des créations aux formes simples, naturelles et sans fioritures, et qu'on a envie de montrer à tout le monde. Créations originales ou travaux de rénovation, c'est au bout de l'aiguille des petites mains de la Manufacture des Gobelins que se cachent les secrets du lieu. Depuis près de 400 ans, la Manufacture des Gobelins a su conserver son prestige et sa renommée dans le monde entier. Les chefs-d'œuvre de la tapisserie française qui habillent les plus belles institutions de l'État ont été conçus ici. C'est à l'abri de l'agitation parisienne qu'on vous fait voyager aujourd'hui, au cœur du site de la Manufacture qui n'a pas changé au fil des siècles. La Manufacture des Gobelins existe depuis Louis XIV. C'est son ministre Colbert qui a acheté cet enclos à une famille qui s'appelait Gobelin. En fait, c'est une famille de teinturiers et le nom est devenu synonyme dans le monde entier de tapisserie, mais en fait, la famille Gobelin n'a jamais tissé 1 cm² de tapisserie, c'était des teinturiers. Ici, ces doigts de fée dévoilent tout leur talent dans cet atelier de haute lisse. C'est là où on fabrique des tapisseries. La tapisserie, c'est un tissu qui est tissé sur un métier vertical. Et pourquoi haute lisse? Parce que la lisse, c'est cette petite cordelette qui va servir à actionner les fils de chaîne pour pouvoir passer les fils de couleur. La personne qui tire sur la lisse, c'est la lissière. Et la lisse est au-dessus de sa tête, donc haute lisse. Les lissières travaillent à contre-jour, à l'envers de la tapisserie et contrôlent leur travail à l'aide d'un miroir. Si la manufacture existe depuis 400 ans, la technique est encore plus ancienne et n'a toujours pas changé. Ça donne envie d'avoir sa propre tapisserie, n'est-ce pas? Malheureusement, la manufacture n'a qu'un seul client. Comme depuis plus de 350 ans, on crée pour la nation française. Tout ce qui est tissé ensuite est inventorié et rentre sur les collections nationales et sert à meubler, décorer, montrer le savoir-faire français, aussi bien à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, le Sénat. Et puis quand on a une très belle collection, on prête aussi beaucoup pour des expositions, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et n'allez pas croire que la tapisserie a pris poussière, c'est un art vivant au service de son époque. Les fils colorés vont créer un motif. Ce motif, ce ne sont pas les lissières qui vont les imaginer. Elles vont le faire à partir d'un modèle qui a été conçu par un artiste. Alors chaque année, il y a une commission d'une douzaine de membres qui se réunit et qui examine divers projets proposés par des artistes. La beauté d'une tapisserie tient au savoir-faire des lissières, mais aussi au talent des teinturiers. Et l'atelier est resté au même endroit, dans le même enclos. Lui aussi a donc quelques années derrière lui.
On travaille en trichromie, donc avec du jaune, du rouge, du bleu. Donc on jongle avec ces colorants principaux. Et puis, donc après, on essaye de faire nos couleurs. Oui, ça a l'air simple comme ça, mais avec seulement ces 3 couleurs primaires, l'atelier a déjà plus de 20 000 teintes dans ses placards. La création est infinie. Dans l'atelier, la laine est arrivée à l'état brut, couleur écrue. On appelle ça des écheveaux. Au début, on reçoit les écheveaux qui sont... Enfin, on doit les dégraisser, parce qu'il reste toujours un petit peu de suin de mouton dessus. Et donc on dégraisse et après on anti-mite pour éviter que les mites elles s'en occupent une fois que la tapisserie sera faite. Ce serait vraiment dommage d'avoir des trous dedans. Ça, c'est sûr. Après sa toilette, la laine peut enfin se faire une petite beauté. Le colorant choisi est ajouté à la cuve. La première fois, on met dans un bain qui dure 3 heures pour que vraiment le colorant y rentre au cœur de la fibre. Ensuite, ça bout à 100 degrés. On commence à 50 et on monte petit à petit la température jusqu'à 100 degrés. On tourne régulièrement comme ça, voilà. On balade aussi et puis après on prend un écheveau, on compare avec notre échantillon et là on rajoute en fonction de ce qui manque du colorant rouge, jaune, bleu. Voilà, donc on remet le colorant dans la même cuve et puis on recuit 1 heure et après on continue, on refait sécher, on recompare, etc. Etc., jusqu'à retrouver la teinte souhaitée. Délicatesse, savoir-faire et surtout patience. Il faut compter en moyenne 4 ans pour qu'une tapisserie prenne vie. Pour être bien conservés, les trésors de la tapisserie française sont jalousement gardés dans les sous-sols du mobilier national. Ici, près de 400 ans d'histoire attendent patiemment de trouver leurs futurs locataires. François Roger perpétue la tradition familiale de la céramique en modernisant les incontournables de la maison. Silhouette tout en création. Dans la famille Roger, il y a le grand-père, le fils, le petit-fils et surtout la céramique. Parmi les adeptes du travail familial, on retrouve Jean Royère, Coco Chanel ou encore Dalida, rien que ça. L'histoire commence en 1947 avec Jean et ses créations innovantes. Classiques, modernes, exotiques et chics, les collections décorent rapidement les grandes demeures du monde entier. Dans l'atelier parisien, on retrouve le petit-fils François. C'est lui qui manie la terre à son tour et cet endroit, il le connaît par cœur. Ça fait partie de mon paysage culturel et artistique parce que je passais souvent du temps à l'atelier dans lequel on est maintenant parce que l'école dans laquelle j'étais était tout près, juste derrière. Et donc je venais soit déjeuner, soit faire mes devoirs ici. Juste à côté de lui trône un allié fidèle au Roger depuis quelques années déjà. C'est dans ce four à céramique que l'histoire familiale a commencé. Celui-ci date des années 55-60 environ. Donc il a au moins 60 ans quand même. Il a connu toutes les générations. Mon grand-père a enfourné ce four, mon père aussi, moi aussi. Et il est toujours là, il répond toujours présent. Le four n'a pas pris la poussière, tout comme les collections de la maison Jean Roger. Depuis que François a pris les rênes de l'atelier, il a apporté sa patte. J'ai effectué des rééditions d'objets qui n'avaient pas été réédités même par mon père depuis les années 50. J'ai continué des objets qui se faisaient toujours comme la grenouille, comme la lampe-flamme, comme les palmiers. Et puis voilà, oui, effectivement, avec les rééditions, j'ai modifié des détails sur les objets pour me les approprier un petit peu et puis aussi pour faire le lien et le pont avec l'époque actuelle. Le céramiste travaille aujourd'hui sur un prototype. Ça part du dessin, ensuite moi j'imagine l'objet, j'imagine le processus de fabrication de l'objet. Là en l'occurrence c'était des perroquets, donc j'ai modelé un perroquet que j'ai ensuite moulé et que je suis en train d'essayer d'assembler parce que c'est un couple de perroquets qui se love comme ça sur une applique murale. Pour cela, François utilise la technique de moulage par estampage. Et vous remarquerez dans l'atelier, aucun bruit mécanique vient perturber la douce vie des perroquets. Il n'y a pas de machine qui produit à notre place, donc il y a toujours la main de l'homme, même pour certains objets dont on utilise les bases au moule, il y a toujours la patte humaine qui est derrière et on ne retrouve jamais vraiment le même objet. Il peut y avoir des séries, mais ça va être des séries quand même avec des objets qui restent uniques.
Juste à côté de l'atelier, le studio offre une toute autre ambiance. François souhaitait un lieu pour mettre en scène ses pièces. Et tenez, voici la fameuse grenouille de la famille Roger. C'est un objet de 1955 environ. Ça a été un succès jusqu'à maintenant parce que c'est fait partie d'un des objets que l'on réédite constamment depuis sa création. Elle est charmante et charmeuse, donc c'est vrai qu'elle opère une séduction chez certaines personnes. C'est vrai que ce n'est pas facile de résister. Et aussi, il y a cette petite boîte flamme créée par son grand-père il y a plus de 60 ans, et pourtant François vient tout juste de la découvrir. Eh bien, c'est des objets qui tournent quand même aux ventes aux enchères, et parfois on a des petites surprises comme ça. On voit une photo, on se dit « Ah tiens, mais ça vient de l'atelier, c'est nouveau, j'avais jamais vu ». Et on redécouvre des objets qui ont été peu faits sûrement à l'époque et qui réapparaissent dans les salles de vente aux enchères. Autant de pièces anciennes et actuelles qui continuent de séduire les décorateurs du monde entier. Marie s'occupe de la décoration des boutiques pour une grande maison de luxe et elle travaille avec François depuis 3 ans. Il travaille, alors je dirais qu'il y a différentes périodes. On voit qu'il y a à la fois ces objets qui sont plutôt classiques. Certains de ces éléments-là ont une certaine modernité encore maintenant. C'est assez étonnant quand on imagine qu'ils faisaient partie de ce catalogue il y a des années. Et maintenant, il y a aussi tout le virage que François entreprend, où on est sur des pièces beaucoup plus contemporaines, qui n'ont pas forcément d'évocation très particulière. On peut être sur des courbes, des choses très organiques, qui n'ont pas forcément une signification. Entre les pièces historiques et la modernité de François, quelque chose nous dit que le four familial des Roger n'a pas fini de rendre service. Bonjour François. Bonjour Katharina. François, la famille, ça s'écrit avec un grand F chez vous. Et si on commençait par parler de Jean, celui avec lequel tout a commencé. Mon grand-père, Oui. en 1947. Je ne sais pas pourquoi il lui a appris de faire de la céramique et de venir à Paris en faire. Je sais que c'était un collectionneur d'art, avec une grande culture en histoire de l'art. Et il s'est mis en tête de venir faire de la céramique à Paris. Alors il a créé des pièces très atypiques parce qu'à un moment donné, il s'est décidé de ne pas faire comme tout le monde et de faire des choses plutôt exotiques comme la grenouille, les ananas, les palmiers, qui ont rencontré un public assez élitiste. Il y a le chat d'Iran, la princesse Margaret, Jackie Kennedy qui ont acheté, la maison Dior. Comment vous expliquez ce succès immédiat ? Je pense qu'il y a un apport de sa part d'un certain classicisme, mais d'un classicisme revisité, comme vous l'avez dit, avec l'inspiration, avec une certaine fantaisie, une inspiration exotique. Et ce qui fait qu'il a fait du 50 sans faire du 50. Et donc ça a traversé le temps, et je pense qu'effectivement, ça a tapé dans l'œil de certaines personnalités, de grandes marques, comme vous l'avez dit. Et cet univers de l'atelier a bien réussi à votre papa, Jean-Jacques, Oui. qui a repris le flambeau. Quelle était sa spécialité ? Alors lui, il a repris l'atelier dans un contexte qui était très délicat parce que dans les années, fin des années 70-80, il n'y avait plus l'attrait qu'il y avait pour la céramique pure et dure des années 50 jusqu'à 60-70. Et donc, il a eu, je dirais, le génie, la créativité pour toujours garder la faïence, mais pour en la colorant, en peignant dessus avec peinture à l'huile, donc un travail à la laque. Alors, on va arriver à votre génération, Ouais. vous et vos sœurs. Au départ, ça n'a pas été ça. Vous avez grandi plus ou moins dans cet atelier, mais il n'était pas question de le reprendre puisque vous êtes orienté vers l'hôtellerie, la restauration, le vin. Oui. Tout à fait. Et un déclic s'est produit un jour plus tard. Oui, et puis c'était le déclic après une grande traversée du désert qui a duré 5 ans. Pourquoi ici. traverser du désert ? Parce que c'était une série d'épreuves de la vie. J'avais 25 ans, c'était un peu la recherche. oui, puis c'était aussi l'entrée dans la vie réelle d'un ado encore à cet âge-là. Et puis c'était la fin de plein d'idéaux. Enfin voilà, donc c'était assez éprouvant, mais c'est au cœur de cette épreuve que je me suis retrouvé ici et qu'effectivement j'ai eu un déclic un jour
ça m'est apparu sous les yeux. Voilà. J'ai compris qu'il y avait un patrimoine formidable ici. Avec la question, il y a quelque chose à faire. Et quelle formation vous avez suivie? Alors, la formation d'ici, déjà, tous les jours avec mon père. Donc, j'ai appris à faire les objets qu'il y a derrière vous, qui sont très spécifiques à l'atelier. Et le soir, donc j'ai appris le tournage de la terre, donc, du potier, avec le tourneur, le dernier tourneur de l'atelier d'ici, qui était à Demeure et qui venait tourner ici après plus ponctuellement, mais qui a été là pendant 25 ans. Et après, j'ai pris des cours du soir aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris, en modelage, en dessin et en peinture. Vous collaborez beaucoup avec d'architectes, des décorateurs, des grandes maisons. Oui. Comment se passent ces collaborations? Ce sont des commandes, ce sont des dessins ou est-ce que vous avez souvent carte blanche? Je vais répondre par l'affirmative à toutes les pistes, parce qu'effectivement, je travaille sur toutes ces pistes-là. Donc, il y a la carte blanche, il y a la soumission d'un dessin, et je réalise et j'exécute. Il y a la collaboration, où il y a un échange sur des objets à créer. Et surtout, il y a tout simplement les décorateurs viennent piocher dans le catalogue. Il y a quand même plus de 200 objets quand même différents qui ont été créés depuis les années 47. Donc il y a un vrai patrimoine et souvent on pioche dedans. Je vais twister parfois un pied ou je vais affiner la forme et ça se passe comme ça. Merci François. Merci Katharina. Musée, atelier et découverte au fil de la Seine, voici 3 adresses parisiennes autour de la sculpture qui vous en mettront plein la vue. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a couru, marché, rampé, arpenté, cheminé les rues de la capitale pour vous parler sculpture. Première destination, l'atelier musée d'Antoine Bourdelle. Un lieu hors du temps où la frénésie parisienne ne semble pas avoir son ticket d'entrée. C'est dans cette salle que l'artiste a créé l'œuvre de sa vie. C'est l'atelier de Bourdelle qui a très peu changé depuis sa mort en 1929. C'est un endroit où on sent encore la terre et le plâtre que l'on travaillait, où on a l'impression qu'il y a les fantômes des voix qui se sont tues. Alors Antoine Bourdelle lui-même, le sculpteur, qui a travaillé sa vie durant là, mais aussi ses proches, ses praticiens, son entourage et les gens qui sont venus poser pour lui. Juste à côté de l'atelier, une autre pièce dans laquelle vous allez vous sentir légèrement petit. Un espace gigantesque qui en vérité a été construit après la mort de Bourdelle en 1961 par la ville de Paris pour abriter ces extraordinaires modèles originaux en plâtre. Impressionnant par la taille, mais pas seulement. Ce sont ces sculptures qui ont rendu l'artiste célèbre dans le monde entier. Et sans vous faire mal au cou, levez encore un peu plus la tête, il y en a une qui domine toutes les autres. Le monument Alvear, un général argentin, le monument se trouve aujourd'hui encore à Buenos Aires, sur un socle qui fait plus de 20 mètres de haut. Il est très spectaculaire et ça montre que ce qui était produit à Paris était exporté ensuite dans le monde entier. Puis, passage obligatoire par la chambre d'Antoine Bourdelle. Celle-ci était là où il vivait, mais aussi là où il peignait. Décidément, il avait tous les talents. Et après avoir pris un bon bol d'air et d'art dans le jardin, découvrez la biographie du sculpteur tout en bronze et en marbre. On espère que vous avez profité de ce temps calme, puisqu'on vous emmène dans un cours de sculpture, où le bruit des outils résonne à tout va. Ici, Antonia enseigne à ses élèves la taille directe. C'est le fait de ne pas partir forcément d'un modèle et de construire, et de reproduire exactement le modèle dans la pierre ou dans le bois. On a le dialogue avec le matériau et quand on en enlève à un endroit, du coup, ça donne une forme. Et donc, cette forme-là, c'est de se dire, du coup, tiens, ça me donne une idée, est-ce que j'intègre ça à mon sujet ou pas? Voilà, ça, c'est ce que j'appelle le dialogue avec la pierre. Et le dialogue n'est pas très tendre. Il y a plusieurs étapes et certaines font moins de bruit, on vous rassure. Il y a des gens qui sont dans des étapes de dégrossissage. Donc là, en fait, effectivement, on peut y aller à taper. Après, on va avoir l'étape où on va travailler la forme et tendre la forme. Donc là, on a d'autres outils que la pointe, c'est-à-dire les gradus.
gradine. Et ensuite, on va avoir effectivement toute une partie de fini avec les rifloirs, les petites râpes et le papier de verre. Ici, la technologie n'est pas autorisée pour travailler. Retour à l'âge de pierre. J'essaye en fait de leur enseigner la taille et pouvant aller du début jusqu'à la fin de la sculpture en n'utilisant pas les machines. Et les pointes avec lesquelles on travaille principalement jusqu'aux 3/4 de la sculpture sont les outils que les sculpteurs, voire même égyptiens, avaient. Vous voyez, donc bon, c'est des outils très traditionnels. On vous propose maintenant de retourner au calme et de prendre un peu l'air le long du quai Saint-Bernard. Ici, on flâne, on se promène, on fait du vélo, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion d'une petite sortie culturelle. Vous n'avez pas remarqué ? Bien intégré dans le décor urbain se cachent près d'une trentaine de sculptures datant du XXe siècle. Bienvenue au musée de la sculpture en plein air. Ici, personne pour vous taper sur les doigts si vous vous approchez trop près des œuvres. Pas d'horaire d'ouverture, le square est ouvert 7 jours sur 7. Vous pouvez même y aller la nuit. Dans cette collection à ciel ouvert, on retrouve des artistes du monde entier. Le français Ipoustegui, la bulgare Lyuba Kirova, la grecque Aglaé Liberaki ou encore le canadien Sorel Etrog. Des sculptures abstraites, minimalistes, représentatives de cette période artistique. Ouvrez bien les yeux, plus de 700 mètres de promenade où l'art sort des murs et envahit la ville. De l'artiste reconnu, en passant par l'apprentissage jusqu'au musée en plein air, la sculpture se dévoile sous toutes ses formes dans la capitale. À coups de burin, de sable et surtout de savoir-faire, les artisans de la maison Bernard Pictet nous parlent du verre et de ses 1001 facettes. Quand le verre se mêle à l'art, il n'y a pas que les vitraux. L'art verrier remonte à des milliers d'années et a connu son âge d'or après l'installation des verreries vénitiennes sur l'île de Murano au XIIIe siècle. Le verre peut être soufflé si on veut faire monter la température ou au contraire taillé à froid, gravé à l'acide, coloré. Au milieu de tout ça, on retrouve l'atelier de Bernard Pictet où la verrerie d'art se déploie dans le design et l'architecture. Particulier comme décorateur, glisse dans son carnet de commandes des meubles aux détails subtils, mais aussi de la décoration de grands hôtels, de boutiques de luxe et même de yachts, bien souvent à l'international. Lorsqu'il a fondé son atelier, il y a plus de 30 ans, Bernard n'était pas forcément un expert dans le domaine, mais il est tombé amoureux de ce matériau délicat en l'apprivoisant. Il a des contraintes de travail qui sont très très fortes. Si vous respectez ces contraintes, il sera le plus docile et le plus libre des matériaux. Il faut en effet une certaine docilité à ce matériau pour endurer l'une des premières étapes de travail, le sablage. Un pochoir est collé sur la surface, puis échenillé, et les parties visibles sont gravées au sable avec de l'air comprimé. Attention pour cette étape, tenue complète de sécurité exigée. À première vue, le verre semble juste un peu plus mat, mais le sable l'a creusé. C'est bien joli, mais dans quel but ? C'est ce qui nous permet d'avoir un guide en fait, pour le burin. Et oui, vous avez bien entendu, un burin et un marteau. Avec ces deux outils, Béatrice Desbarbieux, décoratrice sur verre, crée des reliefs et textures sur cette matière. En général, la technique est plutôt dédiée à la pierre, mais avec une bonne préparation et une bonne inclinaison des outils, elle peut faire des merveilles sur le verre. Comme sur ce panneau, destiné à une descente d'escalier plutôt raffinée. Ce qui est sympa, c'est ce contraste. En fait, quand on éclate, en fait, on n'a pas l'impression d'éclater du verre. C'est pas un matériau qui semble résistant en fait quand on l'éclate. Moi, si c'est bien gravé, j'ai plutôt l'impression d'éclater du beurre en fait. Ouais, on s'attendrait à avoir quelque chose de résistant, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ouais. Le verre est plein de surprises et l'équipe de Bernard Pictet s'emploie à les découvrir ou les redécouvrir. Les outils et techniques n'ont pas vraiment évolué. Ce qui a vraiment évolué, c'est la vision qu'on en a et donc le résultat qui en découle. Et aussi le fait d'utiliser des techniques destinées à d'autres matériaux pour le verre. D'autres outils, comme la pointe à graver au diamant. Elle s'achète dans toutes les quincailleries qui se respectent et d'habitude, elle s'utilise plutôt sur du métal. Mais Bernard et son chef d'atelier l'ont détournée de son droit chemin pour gratter le verre. Un exemple avec ce motif de feu d'artifice, un travail de précision. L'effet qu'on souhaitait avoir, c'était l'effet d'éclatement, quelque chose d'assez fin,
et quand même avec une certaine brillance. C'est une matière qui est très agressive, qui nous permet donc d'avoir la matière, l'effet voulu, tout simplement. En fait, quand il y a une certaine finesse, une certaine poésie. Éclaté au burin, sablage, traçage, quelques techniques dans l'éventail de cet atelier où le verre se colore aussi, se pare de métaux précieux et parfois tout cela à la fois. C'est là tout l'objectif du lieu, chercher toutes les manières de sublimer cette matière. En témoigne la salle d'exposition de Bernard Pictet. C'est un matériau absolument paradoxal. C'est le plus transparent, le plus neutre, le plus invisible des matériaux, et pourtant, avec les transformations décoratives qu'on lui fait subir, c'est le matériau le plus expressif qui soit. Souvent, je me plante, on fait des échantillons, et il y en a 1 sur 10 qui est bon. Mais 1 sur 10, c'est déjà super. Nul doute que cet atelier verra encore de nombreux essais pas tout à fait concluants, mais aussi des réussites pour repousser toujours plus les limites techniques et esthétiques du verre. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!